Un jour, sans prévenir, une sorte de porte est apparue dans le monde. Les médias ont vite communiqué que plusieurs cas similaires ont été vus à travers tout le globe. Cependant et heureusement, aucun blessé n'a été reporté suite à ce phénomène des plus étranges. Mais ces portes sont restées là au milieu de tout, sans aucun indice pour expliquer le pourquoi du comment, entraînant bien sûr une insécurité parmi les populations anxieuses. Des études ont tout de même été menées pour explorer le phénomène des portes ainsi que l'apparition de monstres à travers le monde, mais malheureusement sans résultat concluant. Au milieu du centre-ville, sous la présence d'une porte, on dit que tout est chargé dans le camion. Une équipe de déménagement en aura terminé après ces derniers cartons, ce sera fin de journée pour eux. L'on se retourne vers le petit nouveau, est-ce qu'il a entendu? Carton en main, un jeune homme vient retrouver ses collègues. Anne Eugene confirme, il finit juste vite fait avec ses dernières boîtes. Le chef lui envoie une bouteille. Le travail est ingrat, mais travail dur pour un petit jeune. Alors qu'il ouvre son eau, on lui demande ce qu'il doit faire avec son salaire. Est-ce qu'il fait ça pour financer des études? Chose que Eugene confirme, mais pas les siennes, c'est de son petit frère. Sa collègue est alors étonnée que ce soit lui qui s'occupe de ça et pas ses parents. Notre héros explique alors que leurs parents sont décédés alors qu'ils étaient jeunes. Comme son frère et lui ne peuvent compter que sur l'un et sur l'autre, il a décidé d'arrêter l'école pour vite aller travailler. Affichant son écran de téléphone, qu'elle regarde là, c'est son frère avec le bouquet. Oh, la dame fait la remarque qu'il est très élégant. Ce à quoi Eugene surenchérit qu'il est plus grand que lui en taille. Son petit Yu-Yeon est très gentil et en parfaite santé. La collègue était un peu étonnée de la manière dont Eugene parlait de son frère. Et le jeune reprend de plus belle. Son petit frère est tellement beau gosse, en plus d'être très poli, vachement intelligent. Il obtient toujours la première place aux examens, c'est pour ça que lui s'est permis d'arrêter l'école pour assurer l'avenir radieux de Yu-Yeon. Le chef s'amuse de la situation. Il devient une vraie pipelette quand on mentionne son frère. En plus, aujourd'hui, Eugene est content. Comme son frère termine ses cours plus tôt, ils ont prévu d'aller faire des grillades ensemble ce soir. Et en effet, Yu-Yeon était déjà sur la route du retour à bord du bus scolaire. Son regard, attiré par cette étrange porte flottante au-dessus de la ville. À bord du camion, le chef était content. Ils ont beaucoup de travail en ce moment. Eugene s'en réjouit. Leur entreprise va pouvoir prospérer. Mais son supérieur fait la remarque qu'il faut remercier ce truc-là. Ce truc, notre héros n'a pas compris. Mais le chef lui pointe alors quelque chose du doigt. C'est cette chose qui flotte qui fait partir tout le monde. Comme on ne sait pas ce que c'est, les gens s'imaginent le pire et s'en éloignent. Ah, Eugene a en effet déjà vu ce truc en revenant de l'école de son frère. Et alors que sa collègue fait la remarque que l'immobilier a dégringolé proche de cette zone, soudainement Eugene semble remarquer quelque chose. Il demande aux autres si ça a toujours eu cette couleur. Dans ses souvenirs, elle était bleue, mais là elle affiche un rouge-orange menaçant et... Soudainement, une secousse frappe le camion. Tout le monde était désorienté. Est-ce qu'une voiture les a heurtés derrière? Mais Eugene va sortir en premier pour jeter un œil. Ouvrant la porte, il doit voir quelque chose sur le toit et... Devant lui, un immense rapace aux dents acérées le fixait bave au bec. Le regard de notre héros se tétanisait face à la bête. Celle-ci, grognant de façon alarmante. Avant d'essayer de croquer notre héros, Eugene esquive de peu, mais l'oiseau s'écrase contre le camion. Le véhicule et ses occupants renversés, le jeune homme commence à paniquer, complètement désorienté. Qu'est-ce que c'était que ce monstre? Et détournant le regard, la peur continuait de l'envahir. Sortant de la porte, plein de monstres volants envahissaient le centre-ville et faisaient fuir ses habitants. Plus tard, il sera dévoilé qu'il s'agissait là d'un portail et un donjon d'un autre monde, que les monstres empruntaient pour venir sur Terre. L'endroit de l'autre côté était laissé à l'abandon et le nombre de monstres à force d'augmenter ne pouvait plus être contenu par ce donjon. La conséquence à ça est une rupture du donjon qui libère les monstres, causant comme aujourd'hui des milliers de morts rien qu'en Corée. Mais il y avait autre chose. Eugene se rue vers la camionnette pour aider ses collègues toujours coincés. Armé d'un vieux bâton, il s'apprête à combattre la créature. Mais il est soudainement coupé dans son élan. Deux bras musculairement saillants avaient attrapé le bec du volatile. Sous la surprise du chef, sa compagne maîtrisait le monstre via la force brute. Cette dernière ordonne à son chéri de sortir du camion, mais celui-ci ne comprend pas ce qui arrive à ses bras. Eh bien non plus ne capte rien, elle a juste senti un truc en elle d'un coup et paf. À la suite de la première rupture de portail, des gens se sont éveillés et ont acquis différents pouvoirs. On les a subtilement appelés les éveillés, des chasseurs qui explorent les donjons et exterminent les monstres. Cette profession est devenue l'une des plus importantes dans la société, s'est vue accorder beaucoup d'avantages, financiers comme décisionnels. Un peu plus loin dans la ville, un cadavre de monstre brûlait férocement. Effondré au sol, les étudiants n'en croyaient pas leurs yeux de ce qui s'était passé. Tous ici avaient assisté à l'éveil d'un humain qui se tenait là, au milieu des monstres qui la terrassaient seul. Celui-ci avait exterminé les créatures en provoquant un déluge de flammes d'une noirceur abyssale. Yu-Yeon, le petit frère de Eugene, s'était éveillé et allait bientôt devenir l'un des meilleurs chasseurs de rang S de Corée. 8 ans après ces événements, à Séoul, quelqu'un faisait émaner une lumière verte de sa main. Une jeune femme demande si l'on peut voir ce qu'elle a entre ses mains, mais la journaliste n'aperçoit rien du tout. La chasseuse Yumi explique que cette interface, le système, n'est visible que pour elle. Ça lui donne l'impression d'être dans un jeu. Cette fenêtre l'informe des capacités qu'elle peut utiliser, comme par exemple, faisant émerger des racines du sol, elle
venait d'utiliser un skill de rang E. Tout le studio d'enregistrement était bouche bée devant cet exploit. Il y a 8 ans, lors de la rupture de Séoul, Yumi vivait seule, sans emploi, dans un appart plutôt naturel. Peut-être que c'était lié à la moisissure dans son logement, mais la compétence qu'elle a éveillée a invoqué des racines et sauvé des personnes pendant la destruction. Mais bon, elle est un peu gênée, elle a pas trop fait exprès. Après cela, elle est devenue chasseuse et a rejoint une petite guilde afin d'explorer des donjons. Sa chef de guilde lui a même dit que les items de donjon peuvent se revendre assez cher. C'est un peu risqué, mais le salaire est très attractif comparé à d'autres boulots. En plus de ça, les donjons de rang sont des bénédictions. On y trouve des pierres magiques introuvables sur Terre. Certaines peuvent même se revendre des centaines de millions, donc un bon chasseur est assuré de faire fortune. Alors qu'ils imaginent un peu les chasseurs de rang S qui eux peuvent nettoyer des donjons de rang supérieur et sans aucun effort. En Corée, le rang S le plus prometteur est Han Yu-yeon, qui n'était qu'un lycéen lors de son éveil. On raconte qu'il a grandi sans parents dans un environnement difficile, et pourtant après son éveil, il a créé sa guilde pour devenir le plus jeune chef chasseur du monde. Aujourd'hui, il a 24 ans et sa fortune atteint les sommets. L'on demande à Mademoiselle Yumi si elle est riche elle aussi, mais celle-ci réfute instantanément, elle n'est qu'une rang E. Mais pleine de confiance, si elle continue de chasser, elle s'enrichira et paiera même les études de son frère. Peu après ce reportage, Mademoiselle Choi Yumi est décédée pendant l'exploration d'un donjon. Malgré son transfert rapide à l'hôpital, elle n'a pas survécu aux blessures qu'elle a eues à l'intérieur de ce portail. Cet incident rappelle à tous que le métier de chasseur, bien que financièrement attrayant, présente énormément de dangers et qu'il est nécessaire de prendre du recul sur la façon dont il est mis en avant par l'industrie. Sous la menace d'un portail bleu, une foule s'était rassemblée pour observer l'équipe partant en raid. À l'intérieur même de cette dimension inconnue et dangereuse, armée de fusils, de lames ou d'autres équipements uniques. Un des chasseurs est interpellé par un jeune homme, et celui-ci demande pourquoi ce type-là les accompagne. Pointant du doigt un rang F, il s'agit de Han Yu-jin, notre héros. Celui-ci remarque qu'il semble avoir une certaine notoriété malgré son rang. Il fera de son mieux pour les assister, alors qu'ils aient pitié de lui, il lui faut de l'argent. Mais le jeune arrogant rétorque qu'ils n'ont pas besoin de lui alors. Son collègue intervient pour calmer le jeu. Ce Eugene est le seul à avoir accepté ce travail avec un salaire de misère. Ce à quoi on répond que c'est normal vu que ça lui permet de s'incruster avec eux. D'un ton méprisant, il lâche que ce parasite de rang F porte malheur. Tous ses coéquipiers meurent et lui c'est toujours le seul à revenir en vie. Un vrai déchet. Même son frère l'a abandonné comme de la merde. Un de ses potes lui dit qu'il va un peu loin là. Mais le trou du cul répond qu'il a vu un article en parler sur son tel et... Eugene attrape fermement le col de la grande gueule. À bout de nerfs, il lui ordonne de la fermer tout de suite. Il peut dire ce qu'il veut sur lui, mais qu'il laisse son frère en dehors de cette histoire. Mais la pauvre victime est confuse et se demande si ses propos l'ont énervé. Repoussant Eugene du pied, on lui demande s'il souhaite se battre. Agrippant à son tour notre héros, il lui concède qu'il est brave. Et le soulevant comme une feuille, est-ce qu'il peut sentir la différence de force entre eux? Un vulgaire rang F devrait s'agenouiller quand il est face à un rang D. Lâchant brutalement Eugene au sol, on lui dit que s'il trouve ça injuste, et bien il n'a qu'à les chouiner auprès de son petit frère. Notre héros au sol reprenait difficilement son souffle, avant qu'une main ne vienne lui appliquer un sort. À sa grande surprise, le vieux chasseur était venu l'aider. Ah, c'est malin ça de blesser quelqu'un avant d'entrer dans le donjon. Il est en train de renforcer son squelette grâce à sa capacité. Ça ne va pas guérir sa jambe, mais il pourra marcher quelques heures. L'homme lui dit de ne pas trop prendre à cœur ce qu'il a entendu. Les gens sont souvent tendus avant d'entrer dans un donjon. Et puis, comme il est de rang F, il n'hésite pas à se reposer un peu sur eux, c'est normal. Cette remarque ravivait le sourire de Eugene. Prenant la main du chef, il remercie ce dernier de l'avoir accepté parmi eux. Ça doit être difficile de gérer une équipe comme lui le fait. Notre héros lui souhaite bon courage. Le vieux chasseur était touché que quelqu'un reconnaisse enfin ses efforts. Mais Eugene affiche un sourire malicieux. Reprenant sa casquette, il confirme que c'est dans la poche. Le chef envoie une mandale au jeune con. Qu'il arrête d'embêter Eugene, c'est un ordre. Notre héros fait apparaître sa fenêtre de compétences. Il est bien écrit que le chef de guilde Seoku fait maintenant partie de sa liste d'influence. Une fois l'équipe d'assaut parée à assaillir le donjon, ce n'était pas complètement faux quand on le qualifiait de parasite. Et cette capacité, c'est pour lui le seul moyen de survivre dans ce monde dangereux. Une fois les chasseurs à l'intérieur du donjon, ils étaient réceptionnés par des monstres chauves-souris. Mais l'équipe était organisée, avec les mages protégés par les tanks. Une fois le combat fini, les chasseurs étaient détendus. Ils sont venus ici plusieurs fois déjà, et en plus c'est qu'un donjon de rang D, donc aucun danger. Dire qu'il y a 8 ans, tout le monde avait peur de ces monstres. Et après, le cadavre de la bête était changé en joyau. Le chef n'aurait jamais imaginé pouvoir gagner de l'argent comme ça dans le monde d'avant. La jeune enflure remarque même qu'elle est énorme cette pierre. Elle doit sûrement valoir plusieurs milliers. Interpellant notre héros, il espère qu'il creuse bien, et qu'il n'oublie pas la taxe de 80% sur tout ce qu'il mine. Mais Eugene rétorque que les pierres à miner sont toutes rikiki, ça vaut presque rien. On lui rétorque que c'est pas leur problème, qu'il soit heureux pas avoir à s'occuper des monstres et se contente de ça. Cette situation était désagréable pour Eugene. Ça lui donne l'impression d'être un domestique pour noble au temps des aristotes.
marteau. Minant la paroi, il est traité comme un esclave. Complètement démoralisé, il finirait même par se prendre pour Cendrillon. Et puis après tout, elle aussi a perdu ses parents quand elle était enfant. Eugene a perdu toute sa famille, ses parents sont morts et même son frère l'a abandonné. Il a quitté la maison après son éveil. Eugene a essayé de l'arrêter parce que c'était dangereux, mais il n'a rien écouté et lui a tourné le dos. Et pendant qu'il était occupé à faire son service militaire, Yu Yeon a rassemblé des chasseurs pour former sa propre guilde, Aeon. Depuis, elle est devenue la plus puissante de Corée et son petit frère est encore plus inaccessible qu'avant. Et lui, Eugene, n'a plus que de regarder s'éloigner avec son petit frère, petit à petit, jusqu'à se retrouver complètement seul et isolé, abandonné à son sort. Enragé de ne s'être réveillé lui aussi. Suite à ça, il a quitté son travail et rassemblé ses économies pour aller voir un marchand qui aurait le pouvoir d'éveiller les autres. On lui a promis que ce n'était pas une arnaque, qu'il n'oserait pas faire ça compte tenu de qui était son petit frère. Alors il a naïvement signé le contrat. Après quelques péripéties, il s'est finalement éveillé, mais son rang était des plus pitoyables. Des rumeurs ont alors circulé comme quoi il supplierait Yu Yeon de l'accepter dans sa guilde. Ses magouilles d'argent pour s'éveiller ont aussi été révélées, et les prêteurs sur gage ont réclamé un remboursement immédiat en voyant qu'il n'était qu'un rang F. La presse a continué de l'enfoncer toujours plus loin, et sa dette n'a cessé d'augmenter depuis. Finalement, même Yu Yeon en avait marre de nettoyer derrière lui. Il savait que quand Eugene s'était éveillé, il avait reçu le titre de nourrice parce qu'il avait élevé un rang S. Un surnom aussi minable et le pire rang possible pour un chasseur. N'a-t-il pas honte? Et le pire, c'est qu'il ne remplit même pas son rôle parce qu'il est un boulet pour sa seule famille. Une autre fois, quand Eugene s'était blessé à la jambe suite à une exploration, il avait demandé que son frère lui présente un guérisseur. Mais ce dernier avait refusé. Il ne voulait pas le soigner, comme ça, il n'irait plus dans les donjons. Yu Yeon lui avait froidement ordonné de s'occuper de ses affaires et de le laisser tranquille, qu'il arrête de l'embêter en allant dans des donjons. Une fois revenu à la réalité du minage, Eugene affiche un air des plus démoralisés après tous ses souvenirs négatifs. Il en vient même à penser que Yu Yeon a peut-être eu raison de l'abandonner. Lui n'est que le frère incompétent d'un chasseur de génie, un parasite qui prend la vie de ceux qui l'entourent, donc ils ont sûrement fait le bon choix en le laissant. Si lui, un misérable rang F, a réussi à rester en vie, c'est uniquement grâce à sa capacité. Portant le nom de nourrice, son skill permet d'influencer l'opinion que les gens ont de lui une fois sous son emprise. D'une certaine façon, la compétence stimule les liens familiaux avec sa cible, et ces personnes se mettent à le considérer comme un proche, modifiant donc leur attitude envers Eugene. La seule condition pour influencer une personne est de lui dire les mots-clés « bon courage ». Et le tour est joué. Sa compétence possède d'autres effets sur les cibles, notamment celle de légèrement renforcer leur pouvoir. Mais bon, Eugene n'est pas trop confiant si ça lui permettra de tenir dans le monde de la chasse. Et son rang est aussi un énorme désavantage pour s'insérer, les gens l'aiment pas trop. Sans oublier que plusieurs fois, ses équipes ont été anéanties, il a fini par être le seul à survivre, d'où sa réputation de parasite porte malheur. Le fait qu'il revienne en vie n'est pas dû à son rang, ou même au fait qu'il soit toujours en retrait du front. Il doit sa survie au pouvoir caché de sa compétence. C'est ça qui l'a sauvé à chaque fois. L'interrompant, le pouvoir en question se déclenche. Dernier héritage est activé. Eugene est complètement perdu. Pourquoi est-ce que ça se déclenche maintenant? L'effet maintenant déclenché, la compétence et les statistiques de la cible lui sont maintenant transférées au double de leur puissance. Bien qu'il ne comprenne pas pourquoi, Eugene reçoit bien une nouvelle compétence. Voyant l'icône de celle-ci, c'est bien le skill du chef Seoku. Mais surtout, il réalise ce que cela veut dire. Lâchant sa pioche, il se précipite pour attraper son équipe. Et complètement paniqué, il se dit que c'est impossible, c'est un donjon de rendez. La cause de sa panique, c'est que le pouvoir dernier héritage de notre héros lui permet de recevoir temporairement les stats et compétences des personnes influencées et au double de leur puissance. Ainsi, si leur stat de vitesse était de 100, la sienne atteindra les 200. Les compétences, elles, auront le double de force. C'est grâce à ça qu'il a survécu jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème, c'est la sinistre condition d'activation. Tout simplement parce qu'elle ne s'active qu'à la mort de la personne sous influence. Et donc cela veut dire que le vieux chef est... posant son pied dans une flaque chaude et pourpre. Ses craintes se vérifient alors qu'il pose les yeux sur la mer de sang et de cadavres. Le chef Seoku faisant bien partie des victimes du massacre. Eugene se met à paniquer en voyant le corps du vieil homme, mais le silence morbide est interrompu par des appels à l'aide. Derrière lui, un immense dragon rouge à 3 têtes se délaissait du jeune chasseur encore en vie. À peine conscient, il ne comprenait pas pourquoi un donjon de rendez a mal tourné. Il en est sûr, c'est à cause de ce maudit rang F, il porte malheur. Et sur ces mots, il finit déchiqueté sous le regard impuissant de Eugene. Ce monstre, il le reconnaît, c'est Lochitas, le roi dragon du poison. Il est tellement puissant que le gouvernement l'a classé comme impossible à éradiquer après plusieurs tentatives qui ont échoué. Il lui a même été donné le titre d'annonciateur de désastre tant sa présence apporte mort et froid chez les chasseurs. Eugene n'en revient pas, que fait ce monstre ici?
Mais à peine commence-t-il à réfléchir que le monstre l'a repéré. De justesse, il échappe à la mâchoire du dragon et activant le skill de renforcement sur ses jambes, le voilà qui s'empresse de s'enfuir. Heureusement pour lui, la compétence du chef est 2 fois plus forte maintenant en sa possession. Il va aller se réfugier dans cet endroit pour réfléchir à un plan et... d'un revers de queue surpuissant, l'Ochitas venait de détruire le passage vers la sortie. Et sans attendre, il rugit de nouveau, paré à l'attaque. Yujin renforce ses bras et s'apprête à bloquer, mais le monstre le balaye sans aucun effort. Et notre héros retombe violemment au sol, du sang venant repeindre la terre. Ce monstre est impossible à esquiver, et même avec la capacité du chef, c'est du suicide d'encaisser ses coups. En plus de ça, les souvenirs de Monsieur Seoku affluent dans sa tête. Il le revoit, tenter en vain d'apaiser les blessés de sa compétence. Il revoit le jeune chasseur arrogant se porter volontaire pour lui faire gagner du temps afin qu'il s'enfuit, avant de se faire priver d'une moitié de son corps, sous la terreur la plus totale du chef d'équipe assistant au carnage. Yujin tremblait en voyant ça et cédait peu à peu au désespoir. Et alors que l'Ochitas se prépare à le dévorer, notre héros avait fermé les yeux voyant sa mort arriver. Mais soudainement, une immense explosion vient stopper l'assaut du monstre. Yujin avait été sauvé in extremis de la mort. À sa plus grande surprise, Yu Yeon était venu à son secours. Yujin ne comprend pas ce qu'il fait là. En panique, notre héros hurle que seul, il n'a pas la moindre chance contre les 3 têtes du monstre. Mais le plus grand chasseur de Corée compte bien confronter le roi dragon en duel. Yu Yeon active sa compétence, la floraison du sol azur, et de sa main sont générées des centaines de feuilles d'un bleu profond. Prenant appui sur l'une d'entre elles, le rang S se propulse à toute vitesse au travers des têtes du roi dragon et prépare son prochain assaut. Invoquant une magie d'un violet abyssal et affichant un regard bien déterminé à en finir, Yu Yeon apprête son épée de l'élément et envoie son attaque, plantant férocement l'une des têtes qui en hurle de douleur. De son côté, Yujin parvient à peine à suivre ses mouvements. Voilà donc l'étendue de la force d'un chasseur de rang S. Mais le combat continue et le Cheetah prépare sa riposte. Yu Yeon remarque cependant ce qui arrive, et d'une impulsion, il esquive le souffle putride du roi dragon. Malheureusement, il avait oublié un détail dans le feu de l'action. Si Yujin se fait toucher par le poison, rien ne pourra le soigner et il sera condamné. Activant son skill bouclier du titan, Yu Yeon parvient à bloquer le venin, mais des résidus de toxines passent au travers de sa garde. Notre héros en appelle son frère, mais ce dernier va trop concentré dans son combat, et d'un revers de lame flamboyant, il entaille les têtes du monstre. Cependant, le poison commence déjà à ronger l'acier de sa lame, et notre héros se remplit d'inquiétude sur l'issue du combat. Yujin assistait impuissant à la lutte de son petit frère, et remarquait que ce dernier ne semblait pas utiliser toute sa puissance. Est-ce qu'à tout hasard, ce serait parce qu'il essaye de le protéger? Paniqué, il interpelle Yu Yeon, et ce dernier l'engueule en guise de réponse. Pourquoi est-il retourné dans un donjon? N'a-t-il rien appris de quand il s'est cassé la jambe? Qu'il regarde ce qu'il a causé aujourd'hui. Combien de fois encore devra-t-il nettoyer derrière lui? Yu Yeon, ponctuant en lui demandant pourquoi il refuse de vivre dans son coin sans gêner les autres. Cette remarque avait visiblement touché Yujin en plein cœur. Alors c'est pour ça qu'il est là. Il est venu juste ici pour lui balancer ça. Et alors que Yu Yeon hurle de se cacher, son grand frère se rend compte qu'il n'est qu'un fardeau à ses yeux. Au fond, Yujin ne s'attendait à rien d'autre venant de lui. Il n'avait aucune chance qu'il vienne le sauver par pure fraternité. Ce n'est pas son genre. Traînant la jambe, il sait comment le débarrasser de son boulet de grand frère. Et invoquant une dague, Yujin lui dit qu'il va régler ça une bonne fois pour toutes. Yu Yeon ne comprend rien. Pourquoi est-ce qu'il ne part pas se cacher? D'un seul coup, Yujin se met à foncer vers le dragon. Et de sa lame, il embroche la cuisse du monstre. Yu Yeon ne comprend pas ce qu'il se passe. Mais l'attention de l'Ochitas change alors de proie. Lâchant son arme, notre héros se résigne. Qu'il le laisse mourir ici. De cette façon, il pourra enfin avancer sans se faire ralentir par son incapable de grand frère. Oui, Yujin en est sûr, il faut en finir aujourd'hui. Et puis, tout le monde sera ravi. Il pourra continuer sa vie en paix avec sa guilde. Yujin faisait ainsi face au rugissement de l'Ochitas, les yeux fermés de résignation devant une mort certaine. Mais Yu Yeon, flamme en main, ne peut accepter cette conclusion. Entre le roi dragon l'Ochitas et le plus grand rang S de Corée, lequel sera le premier à atteindre Yujin et décidera de son destin? Un immense chaos entremêlé de flammes naissait de leur rencontre, et du sang finit par teinter le sol. Yujin affiche un air livide et confus, avant de détourner le regard vers la conclusion de l'affrontement. À côté de lui, gisait le corps de Yu Yeon. Il y a de cela 15 ans, après la mort de leurs parents, leur relation en tant que frère qui était déjà forte n'en a été que plus renforcée. Et même si le chagrin de Yujin semble insurmontable, il se devait de tenir le coup pour la seule famille qui lui restait. La présence de Yu Yeon lui permettait encore de ressentir un semblant de bonheur. Il était ce qui lui restait de plus précieux, et à eux deux, ils comptaient bien surmonter la rudesse de la vie. Alors,
Comment sont-ils arrivés à cette situation? L'esprit de Eugene ne parvenait pas à tout assimiler, le choc étant trop grand devant l'état critique de son petit frère. Tenant Yu-Yeon dans ses bras, ce dernier l'avait tout de même sauvé des griffes de l'Ochitas, et ce, en incinérant l'une de ses têtes au passage. Toujours conscient, Yu-Yeon demande à ce qu'on l'écoute. Il explique que l'Ochitas ne reste éveillé que pendant 5 heures, il n'en reste qu'une avant qu'il ne s'endorme, donc il aille se cacher en attendant. Mais notre héros écoutait à peine, toujours confus de pourquoi il l'a protégé. Pourquoi Yu-Yeon est-il étrangement si gentil d'un coup? Lorsque Eugene s'était cassé la jambe, son petit frère n'était pas venu lui rendre visite une seule fois. Il avait même refusé de le soigner, chose qu'il pouvait faire facilement, avant de le rejeter hors de sa vie. Il était devenu si froid et distant avec lui, alors Yu-Yeon affiche un sourire apaisé alors qu'il tend une pierre à son grand frère. Il lui explique qu'elle ouvre la porte pour sortir du donjon, alors qu'il la prenne et s'enfuit une fois le monstre endormi. Mais Eugene rétorque que c'est pas important, il faut d'abord le soigner. Le ramenant à la sanglante réalité, Yu-Yeon avoue que c'est inutile. D'une expression chaleureuse et comblée, il s'excuse, mais il ne pourra pas l'accompagner plus loin. À ces mots, les forces de Yu-Yeon le quittent, et le voilà qui se repose définitivement sur l'épaule de son frère. Niant la réalité de cette conclusion, celui-ci appelle désespérément Yu-Yeon. Mais aucune réponse ne se fait ni se fera entendre. Cependant, le système, lui, réagit. Il indique que le talent secret de Nourrice est déclenché. Dernier héritage sera actif pendant une durée d'1 heure. Le chasseur Han Yu-Yeon est décédé. Le propriétaire Han Yu-Jin recevra ses statistiques et compétences double de leur force. Toujours menacé par l'Ochitas, notre héros recevait l'ultime cadeau de son défunt petit frère. Et alors que le cœur de Eugene déborde de pouvoir, le roi dragon s'empresse de le piétiner. Et contre toute attente, Eugene avait esquivé, s'envolant grâce à la floraison du sol azur, et prenant ses distances avec la bête, notre héros enlace une dernière fois le corps encore chaud de Yu-Yeon. Et maintenant que son pouvoir lui a été légué, Eugene utilise ce qui était encore il y a peu, la compétence du meilleur chasseur de Corée, faisant apparaître une lance noire brûlante d'un feu abyssal. S'adressant au roi dragon, Eugene est bien déterminé à mettre fin à son règne aujourd'hui. Répondant à la provocation, la bête repart en quête de sang. Eugene se tenant droit devant l'attaque imminente, avant d'empaler l'une des têtes d'une vitesse fulgurante. Ce monstre, il est tellement lent. Explosant de rage, il l'informe qu'il est maintenant 2 fois plus fort que l'était Yu-Yeon. Alors qu'il observe l'Ochitas souffrir, notre héros ne compte pas se contenter de cela. Et bien déterminé, il repart à l'assaut, défiant les 2 têtes restantes de l'annonciateur du désastre. Prenant appui sur l'une d'elles, Eugene se propulse. Et voilà que le rang F surplombe maintenant la pire terreur du monde des chasseurs. Ce prochain coup va en finir avec le désastre qu'il est. La lance s'abat et déchire le corps de l'Ochitas dans un grondement sanglant. Le combat terminé, la pluie s'invite sur la scène et les souvenirs de Yu-Yeon affluent dans l'esprit de Eugene. Il revoyait Yu-Yeon apprendre que son grand frère s'était éveillé au rang F. Il l'entend dire que pour leur bien, ils ne devaient plus être associés ensemble. Yu-Yeon devait prendre ses distances avec son grand frère. Sinon, les gens mal intentionnés pourraient s'en prendre à Eugene. Couper leur lien fraternel était la seule façon de le sauver pour Yu-Yeon. Pourtant, il le gardait toujours à l'œil et le faisait surveiller par ses hommes. Vu son rang et la dangerosité du monde des chasseurs, il ne passait pas un jour sans qu'il ne s'inquiète. Et même quand Eugene a eu son accident à la jambe après l'exploration d'un donjon, Yu-Yeon était dans une colère noire que ça ait pu arriver et s'était débarrassé des responsables de l'accident. Et ensuite, pour le protéger, il a fait en sorte de décliner sa demande de soins, se contentant d'une aide financière. Certes, c'était pour le mieux, car ça l'empêcherait de retourner dans un donjon, mais cette décision a arraché le cœur de Yu-Yeon. Il était complètement dévasté de faire ça à son frère, et par pitié qu'il s'éloigne des portails. Une fois toute la vérité apprise, il ne restait qu'un silence lourd de regrets sur la scène du combat. Notre héros en voulait à cet imbécile de Yu-Yeon de lui avoir fait des cachotteries. Après tout, c'est lui le grand frère, il était censé le protéger, mais il était tellement stupide qu'il n'a rien réalisé et lui en a voulu. Et tout ça en plus, ça finit par causer sa mort aujourd'hui. Enfin bon, ça n'a plus d'importance, il va vite le rejoindre. Le poison de l'Ochitas le tuera, une fois la durée de la compétence dernier héritage terminée. De toute façon, il n'a plus aucune raison de vivre maintenant et... Le système se déclenche alors pour dire qu'un succès impossible était réalisé. Le chasseur a éliminé seul un dragon. Eugene venait de recevoir le titre de chasseur de dragons. En récompense, il reçoit 10 pierres de portail, 5 enchantements de niveau 1, l'épée du dragon rouge et... Lui est accordé une pierre de souhait ayant la particularité d'exaucer n'importe quel vœu. Et bien si c'est vrai, Eugene n'hésite pas plus. Il souhaite que Yu-Yeon se
Cependant, la pierre indique que sa seule exception est de ramener les morts à la vie. Abattu de ce faux espoir, notre héros n'en voit pas l'intérêt alors. La seule chose qu'il aurait voulu lui est interdite. Peut-être pourrait-il demander d'être plus fort que n'était Yu Yeon. De cette façon, il pourrait devenir un héros et occuperait la place de numéro 1 qu'avait son frère qui l'enviait tant. Mais non, ce n'est pas quelque chose dont il aurait envie. Une fois sa décision prise, Eugene implore la pierre, qu'elle le ramène dans le passé, à un moment précédant la mort de Yu Yeon. Formulant son souhait, il n'ira plus dans les donjons, il vivra tranquillement, mais pitié qu'elle le ramène en arrière avant son entrée ici. La pierre lui demande qu'il confirme ce choix pour le valider, et sans hésiter, Eugene répond qu'il le veut. Wakarimashita, head to you, que son souhait lui soit accordé. Eugene était heureux, il va pouvoir défaire cette horrible journée. L'instant d'après, il se réveillait en sursaut. Bel et bien sorti du donjon, le voilà qui émerge un peu, perdu sur sa situation. Il reconnaît cet endroit, c'est le QG de Aeon, la guilde de son frère. Mais il ne peut pas ouvrir le système. Est-ce qu'il est bien revenu dans le temps, moi? Checkant sur son téléphone, il est bien revenu 5 ans en arrière. Et cette date en plus, c'est celle où il allait chez l'escroc qui disait pouvoir l'éveiller. Au final, il s'était fait ramener par la peau du cul, lui et l'argent qu'il a emprunté. Il était si naïf à l'époque qu'il n'avait pas envisagé la possibilité d'être arnaqué. Eugene réalise alors quelque chose. Si tout se passe de la même manière, cela veut dire que, d'ici peu, et dans cette même pièce, ouvrant la porte, l'on demande à Eugene combien de fois il va devoir se répéter. Yu Yeon engueule son grand frère, il en a marre de devoir se déplacer pour des broutilles. Voir celui qu'il venait de perdre remplit Eugene d'émotion. Et se ruant vers lui, il l'enlace sans hésitation, comblé de bonheur que tout soit redevenu comme avant. Yu Yeon est un petit peu perdu devant cette affection soudaine, mais notre héros était juste heureux, voilà tout. Et contre toute attente de Yu Yeon, son grand frère lui demande de le pardonner. Tout, absolument tout ce qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui était de sa faute. Alors qu'il le pardonne, il est sincèrement désolé. Yu Yeon ne comprenait pas trop quel genre de bourde il a encore fait. Mais notre héros lui dit que ce n'est rien. C'est juste qu'il vient de réaliser qu'il n'a que 20 ans et ça a dû être vraiment dur pour lui d'explorer seul les donjons et de gérer sa guilde si jeune. En tant que grand frère, il aurait dû être là pour l'épauler dans cette tâche. À partir de maintenant, il promet de se tenir à carreau et de ne plus lui causer aucun problème, c'est promis. Bien que Yu Yeon soit confus de ses déclarations, il enlace son grand frère en retour et le remercie pour ses mots. Eugene était un petit peu gêné mais bon, ça fait du bien quand ça sort. Désormais, il va pouvoir réparer ses erreurs de sa vie passée et lui et Yu Yeon vont retrouver la relation qu'ils avaient quand ils étaient petits. Bientôt, ils seront à nouveau inséparables comme avant. Dans un moment des plus fraternels, Eugene s'adresse à son petit frère adoré. Il l'assure qu'il l'aime de tout son cœur. Soudainement, le système félicite Han Eugene pour son éveil, chose qui laisse ce dernier sans voix. Lui sont octroyés les 2 titres légendaires suivants, Tueur de dragons et Super Nounou d'enfer. Le pouvoir spécial est activé. En conséquence, la croissance de Han Yeon sera 2 fois plus rapide sous son influence. Peu après, dans la cuisine du QG, le petit frère était au fourneau et annonce que c'est bientôt prêt. Eugene était un petit peu déconcerté, mais ça marche. Enfin, à vrai dire, c'était même ultra inconfortable comme situation pour lui. Après tout, dans son ancienne vie, il s'était disputé ce jour-là, il a même fini par quitter la maison. Certes, c'est bien qu'ils se soient réconciliés, mais ça va un peu vite là, il est plus habitué. Bon, passons, maintenant, il va regarder le système de plus près. Il ne s'attendait pas à s'éveiller à nouveau, et sans aucune aide extérieure qui plus est. En plus, ça a l'air assez différent d'avant. Il a même obtenu un titre légendaire alors qu'il croyait que le rang était le plus haut. Il suppose qu'il l'a obtenu et gardé en terrassant le Cheetahs. C'est la seule explication possible. Cependant, comme il est revenu dans le passé, techniquement ça ne s'est pas encore produit. Mais bref, c'est un détail sans importance. Et appuyant sur l'icône du titre récemment acquis, s'affichent alors 4 icônes, représentant 4 capacités bonus conférées par le tueur de dragons. Eugene n'en revenait pas en voyant tout ce que ça lui conférait. Des résistances de rang légendaire qui l'immunisent au poison, aux malédictions et à la peur, avec en plus un buff qui double sa puissance contre les dragons. C'est vraiment incroyable, il doit être le seul au monde à voir ça. Est-ce que ça serait ce genre d'histoire où le héros régresse dans le temps et devient le plus fort du monde? Face à la terreur que représentait le Cheetahs, le roi dragon, Yu Yeon et ses compagnons étaient débordés par la puissance du monstre. Il s'apprêtait à utiliser son poison pour les faire fondre. Il était trop tard pour ces malheureux qui étaient condamnés. Cependant, Eugene avait fait barrage de son corps contre le poison. Eh petit frère, ça forte? Quoi? Ce venin? Pas d'inquiétude, c'est juste de l'eau pour lui. Oh Eugene, c'est vraiment toi le meilleur grand frère du monde entier. Voilà, le début de l'épopée du chasseur de dragons légendaire, Han Eugene. Ouais, avec ça, notre héros est sûr d'être un chasseur invincible. Va aller vérifier ses stats. Peut-être qu'il est maintenant à rang S, ou encore mieux, à rang L et... Eh bien non,
les valeurs de ses stats se comptent sur les doigts d'une main. Tous ses rêves s'en retrouvent balayés, il est toujours un misérable rang F. Le voilà qui est complètement déprimé, tous ses passifs broken n'ont plus d'intérêt s'il lui est toujours nul. À quoi est-ce qu'il s'attendait? À tous les coups, le L signifie loser et pas légendaire. Et en plus de ça, il a reçu des buffs de rang E pour l'intelligence et la dextérité, mais c'est plus ou moins ce qu'il avait déjà avant. Mais sinon, autre chose intrigue Eugene. Son titre de nourrice a aussi été amélioré au rang L. Et par conséquent, voilà qu'il a encore 4 nouveaux skills à découvrir. Dernier héritage est toujours là, mais il espère ne plus le déclencher. Quant aux autres, pourquoi est-ce que les noms sont aussi bizarres? Le deuxième passif lui permet de faire progresser la cible plus vite pendant 3 jours après avoir prononcé les mots-clés. Eugene constate que c'est assez similaire à ce qu'il avait avant, reste à savoir de combien la vitesse augmente. À 2 doigts d'hurler, ça buff du double. Ça veut dire que Yu-Yeon peut progresser 2 fois plus vite que n'importe quel autre chasseur. Et en plus de ça, ça se combine avec cet autre skill. Mon bébé est génial. Si la personne influencée reçoit les mots-clés devant moins 5 êtres intelligents capables de les comprendre, alors pour chaque personne témoin, la cible reçoit 1% d'augmentation de stats et de compétences pour une augmentation maximale de 100%. Cela veut dire que si le proxy est fait devant 50 personnes, la cible influencée recevra 50% d'augmentation. Et donc devant un public de 100, cela doublerait sa puissance. Avec cette compétence, Yu-Yeon et les membres de sa guilde vont pouvoir devenir les plus forts du monde et tout le monde va les adorer. Et lui pourra prendre toute la gloire pour avoir rendu ça possible. À lui la belle vie de roi et... les mots-clés à dire sont je t'aime. Ah, Eugene était pité, jamais il osera dire ça comme ça. Avant c'était bon courage, mais ça a dû changer comme il a dit à Yu-Yeon qu'il l'aimait pendant l'éveil. Donc là, s'il comprend bien, pour influencer les gens avec ses compétences, il va devoir lâcher aux gens qui les aiment comme ça banal. Salut little baby, tu sais que je t'aime toi? Ouais non, c'est à toi partager une cellule avec Norman. Misère, pourquoi il a fallu que ça change de mots-clés? Eugene était dépité, les effets sont broken mais jamais il pourra les activer. Enfin, il lui restait encore la dernière compétence, jeune pousse prometteuse. Avec ça, il peut savoir à l'avance le rang des noms éveillés, et avec les mots-clés, il peut même les éveiller lui-même de façon optimisée. Alors que Eugene est très intrigué du terme optimisé, le repas est servi. Yu-Yeon lui a préparé du riz, il n'est pas cuistot mais il espère que ça sera bon. Eugene leur assure que tout lui va, c'est très gentil à lui de faire à manger. Et dégustant une cuillère de son plat, notre héros trouve cela délicieux, chose qui ravit son petit frère. Tout de même, Eugene est surpris qu'il sache cuisiner, ça à quoi on lui répond qu'à force de pratique, et bien ça vient tout seul. Mais l'aîné lui signale qu'il est riche, il a qu'à commander. Décontenancé, Eugene entend de Yu-Yeon que c'était plus prudent de faire lui-même à manger, car les antidotes étaient encore rares à l'époque où tout a commencé. Est-ce que cela veut-il dire que l'on a déjà mis du poison dans sa nourriture? Imperturbable, le cadet imagine qu'un lycéen qui brille autant doit attiser la jalousie, c'est logique. À l'époque, les autres guides ont collaboré avec de grandes entreprises, mais lui s'est obstiné à faire ça seul plutôt que de se vendre dans la société. Sans prévenir, Eugene attrape son petit frère. Il lui dit énervé qu'il fallait lui en parler plus tôt, mais Yu-Yeon répond qu'il n'a pas à se sentir coupable. Ce chemin qu'il a pris est une décision qu'il a lui-même choisie. Cependant, il y a bien une chose qu'il regrette à propos de ça, c'est que leur relation fraternelle en a subi les conséquences et s'est effondrée. Il a volontairement été infect avec Eugene, même en public. Il a même saboté leur relation pour ne pas que son grand frère soit victime de personne voulant atteindre Yu-Yeon. Notre héros dit qu'il n'avait qu'à tout lui dire et puis voilà. Et son frère explique qu'il ne voulait pas lui mettre la pression. Et aussi, surtout, il avait peur qu'il ne comprenne pas. Sauf qu'après aujourd'hui, il comprend enfin qu'il a eu tort de vouloir lui cacher. Ça l'a énormément touché d'entendre son grand frère s'excuser, mais qu'il n'ait rien fait et montrer autant d'affection après tout ça. D'un sourire radieux, Yu-Yeon apprécie vraiment, surtout que c'est pour lui que ça a dû être dur. Eugene devenait tout émotif devant un tel dénouement. La larme à l'œil, il lui rétorque que c'est rien comparé à lui. Allez, qu'il mange. Le souhait qu'a formulé Eugene dans son ancienne vie se trouve être la meilleure décision qu'il ait prise. Il est vraiment heureux d'avoir pu revenir et arranger les choses. Interrompu par un message, Yu-Yeon annonce devoir repartir au travail. Cependant, en se levant, il doit vérifier quelque chose. Interpellant Eugene, il lui demande d'effacer le numéro du soi-disant éveilleur. De toute façon, il ne répondra plus. Et donc, l'aîné l'écoute et dégaine son téléphone. Alors que Yu-Yeon guette attentivement, notre héros comprend que le type a été passé sous silence définitif. C'est super flippant. Bon, sur ce, le reste s'en va, et notre héros lui souhaite bon courage. Il s'occupera de nettoyer avant de partir. En parlant de partir, Yu-Yeon informe qu'il ne partira pas, non? Sur un ton des plus innocents, il annonce que Eugene restera ici avec lui. Interdiction de sortir. Le cerveau de Eugene frise l'espace d'un instant. Est-ce qu'il a rêvé ou il est vraiment coincé ici? Un peu paniqué, il lui demande de s'expliquer. Yu-Yeon justifie simplement que c'est dangereux dehors, il faut pas sortir. Mais notre héros fait la remarque que ce matin encore, ça l'embêtait pas trop. On lui répond alors que c'était une autre époque, les choses ont changé depuis. Vu qu'ils sont à nouveau en bon terme, pour le peu que ça sache, Eugene serait foutu. La raison de sa sécurité jusqu'à aujourd'hui, c'était parce qu'officiellement, ils avaient coupé les ponts.
non. Mais maintenant, les ennemis de Yuyeon vont tenter de l'atteindre à nouveau via Eugene. Alors comment pourrait-il le laisser vagabonder dans ces conditions? Donc, grand frère adoré, à partir de cet instant, il n'ira plus nulle part. Le soudain surplus d'affection commence à étouffer Eugene. Sans hésiter, il prend la poudre d'escampette vers la liberté. Mais what the fuck, des barreaux spawnent de nulle part. Un livreur pop lui aussi de Lonsezu. Livraison express pour monsieur Han Eugene. Ils lui ont rapporté toutes ses affaires, il ne manque qu'une petite signature. L'efficacité du Yeon surprend notre héros. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on lui explique que cet endroit c'est maintenant son nouveau chez lui. Mais notre héros conteste, ça marche pas comme ça c'est du kidnapping. Cependant, le chasseur cadet ne voit pas le problème. En plus, tout à l'heure, il s'est excusé, il l'a pardonné, il lui a même dit qu'il l'aimait. Franchement, pour Yuyeon, c'est plus ou moins signe de consentement. Notre héros était liquéfié devant ce non-sens. Et un peu plus tard, à l'intérieur de sa nouvelle demeure, face contre terre au milieu du bordel, Eugene était dépité. Il semblerait que Yuyeon ait développé un côté yandere. Ce serait donc ça l'effet papillon des voyages temporels. Mais notre héros se ressaisit. Se dépêchant de faire ses affaires, il faut qu'il se taille vite avant qu'il rentre. Et alors que Eugene tente de s'exfiltrer, une carrure des plus imposantes lui bloque sortie et liberté. L'homme demande sèchement s'il y a un problème. Mais notre héros répond que tout va bien dans le meilleur des mondes. Ce colosse, il le reconnaît. C'est le tank et homme de main de son frère, le chasseur de rang A, Kim Song-chan. Tentant sa chance, Eugene lui demande s'il pourrait le laisser passer. Le mastodonte se doit de refuser sa requête. Il a reçu l'ordre de l'empêcher de sortir. On lui répond qu'il n'en a pas pour longtemps. Mais comme il l'a dit, ce n'est pas possible. Oh, allez, s'il vous plaît, Eugene veut vraiment sortir. Song-chan commence à s'impatienter. Et attrapant l'épaule du captif, il va être clair. D'un ton menaçant, il lui ordonne de retourner à l'intérieur. Sinon, c'est lui qui les renvoie. Le coup de pression faisait son effet sur notre héros. Il est aussi intimidé que le serin Pity Lapinou devant un grizzly. Cependant, il doit se ressaisir et lui tenir tête. Et comme pour répondre à sa demande, le système active la résistance à la peur. La compétence activant pour notre héros, ce qu'il a maintenant devant les yeux. Monsieur Song-chan, dégagez l'aura d'un nounours en peluche. Mais il était l'heure de la riposte pour le Lapinou. Oi oi, qu'il vire ses mains de là. Dis donc l'affreux, il connaît la Constitution? Article 12. Tout citoyen ne peut être privé de sa liberté. Le retenir ici est un crime. Alors il vaut mieux pour lui que... Sentant comme une impression de légèreté, la patience du gardien a ses limites. Doit-il vraiment le balancer à l'intérieur? Eugene s'excuse. Il a compris, s'est emporté. Autant de skills broken et il est condamné à puer la merde. Sur ce, Song-chan le renvoie. Mais Eugene n'en a pas fini. Parmi toutes ses compétences, n'y en a-t-il pas une qui... S'active alors le skill jeune pousse prometteuse. Et subitement, Eugene attrape le colosse d'un air surpris. Passant en revue son profil, il constate que Song-chan a le potentiel pour devenir un rang S. Cela voudrait dire que la guilde Aeon pourrait avoir un autre top chasseur en plus de son frère. Et essayant toutes sortes de manipulations, notre héros n'a aucune idée de comment proc le rank up. Le système indique alors que la cible doit être sous influence pour pouvoir déverrouiller son potentiel. Si Song-chan est influencé, Eugene retrouvera sa liberté et Aeon gagnera un rang S. Ceci dit, il reste un problème pour notre héros. Comment il est censé dire je t'aime à un kaiju comme lui? Ok, très bien, Eugene va tenter un truc. Regardez bien, chasseur Song-chan. Mimant une émote de cœur, notre héros lui envoie un puissant rayon d'amour et ça n'a pas l'air de marcher, au contraire. De nouveau enfermé, notre héros était frustré. Ça marche pas de le mimer, il faut le dire. Une fois le soir arrivé à Séoul, Yuyeon était de retour après sa journée de travail. Et demandant au prisonnier s'il a eu une bonne journée, son cadavre de frère ne trouve pas ça amusant. Le frère cadet demande alors si ça lui plairait plus de vivre ensemble plutôt que d'être tout seul ici. Mais notre héros s'en fiche, il sera coincé dans tous les cas. Un peu peiné de lui faire vivre ça, Yuyeon lui annonce que ce n'est que temporaire. Eugene, affamé de liberté, lui demande quand est-ce qu'il pourra partir. Mais son frère lui demande de le laisser finir. Pour le moment, Aeon a trop d'ennemis et de rivaux. Par contre, quand elle dominera les autres guildes coréennes, ils n'oseront plus rien tenter. Quand ça arrivera, là il devrait pouvoir être en sécurité dehors. Yuyeon lui demande donc d'attendre qu'il amène sa guilde jusqu'au sommet de la Corée. Sauf que Eugene connaît le futur, ça va prendre des années. Yuyeon le rassure, il pense que ça prendra max 1 an. Et puis il pourra se balader de temps en temps, à condition que lui ou Song-chan l'escorte. Notre héros se voyait déjà partir en balade comme un toutou. Le cadet est quand même embêté, il a très peu de temps libre pour sortir avec. Et puis, il ne peut le laisser dans les mains d'un rang B
trouvé, il ne reste donc que Song-chan pour l'accompagner. Cette remarque donne une idée à notre héros. Il regardait beaucoup la télé dans son ancienne vie, et du coup, il sait qui seront les prochains rangs A et S qui s'éveilleront. Tout ce qu'il aurait donc à faire, c'est de les trouver avant qu'ils ne s'éveillent par eux-mêmes, et de le faire pour eux, en échange d'un contrat pour être ses gardes du corps. Avec ses skills de nourrice, il pourrait monter une escorte de gens hyper balèzes. Notre héros interpelle donc son frère en pleine réflexion. Rayonnant de confiance, il dit qu'il s'occupera lui-même de lui trouver un rang A, chose qui laisse Yu-Yeon un peu perplexe, mais Eugene était certain de réussir à se dégoter un gros bonnet. De préférence, un enfant ou adolescent qui pourrait être facilement influençable. Il fera de son mieux pour l'amadouer avec de belles paroles et en faire son rang S personnel. Eugene propose donc un marché. S'il se trouve un garde de rang A, alors il pourrait être autorisé à sortir dehors avec lui. Assez intrigué, Yu-Yeon souhaite savoir comment il compte s'y prendre. Mais Eugene est un peu embêté, se contente de dire qu'il a ses méthodes. Pas naïf du tout, son frère a compris qu'il s'est éveillé. Il continue le rafale de questions. Quand s'est-il éveillé? Comment? Quel skill il a? Il veut des réponses et il les aura. Eugene se voit déjà victime des tortures des plus infâmes s'il refuse de parler. Et le résultat sera le même s'il apprend que ses skills sont broken. Mais en mensonge et vérité, il affirme être un rêve qui ne peut que prédire si quelqu'un sera de haut ou de bas rang. Et aussi éveiller une personne une fois par mois. Et bien dans ce cas, Yu-Yeon pense que ça devrait aller. Personne ne devrait le cibler pour un truc aussi mid. En plus de ça, il rajoute que ça sera bientôt inutile. Un centre spécial permettant d'éveiller les gens sera bientôt ouvert. Ah, notre héros avait complètement zappé quand est-ce que ces centres devraient ouvrir. Yu-Yeon explique que les gens pourront s'éveiller en toute sécurité là-bas. Cela réduira le nombre d'arnaqueurs et en plus rendra son skill plutôt obsolète. Sautant sur l'occasion, Eugene a là l'excuse parfaite. Sortant son meilleur acting, il suppose donc qu'il n'a plus à s'inquiéter comme sa compétence sera inutile. Alors il peut le laisser essayer de trouver un chasseur de haut rang, hein. Le frère cadet approuve qu'il peut toujours essayer, par contre Eugene déménagera chez lui. Notre héros était refait, marché conclu. La magouille enclenchée, il était impossible que Eugene se laisse enfermer sans rien tenter. Qu'il attende un peu, il va se faire une armée entière de haut rang. Il pourrait même créer une guilde qui dépasserait Aeon s'il le souhaitait. Le lendemain, à l'association des chasseurs de Corée, les gens sur place étaient agités de voir qui était là. Kim Song-chan, le bouclier d'Aeon, accompagne un illustre inconnu. Les ragots s'entamaient alors. C'est qui lui à côté de Monsieur Kim? Pour l'avoir comme garde du corps, c'est sûrement un futur rang S. En tout cas, c'est un type à pas se mettre à dos, c'est sûr. Félicitations, vous êtes enregistré comme rang F. L'ambiance dans la salle s'était refroidie. Quoi? C'était pas un rang S? Pourquoi est-ce qu'il faisait l'ancien alors? Eugene était agacé, il a rien dit lui, ceux qui sont cons. Maintenant, l'étape suivante c'est d'aller chercher de l'équipement. Il ne sait pas combien, mais son frère lui a donné de l'argent. Déballant le chèque. Eugene était choqué de l'opulence de Yu-Yeon. Allez, rang S sa vie, hein? Et une fois arrivé à l'étage des magasins, le voilà accueilli comme un roi. Ils vont s'occuper de répondre à ses attentes. Déguisé de toutes sortes d'équipements étranges et variés, notre héros aimerait savoir s'ils ont rien de moins bling bling si possible. Lui est alors présenté de simples boucles d'oreilles augmentant la magie. C'est pas vraiment son truc, mais au moins c'est discret. S'ajoute à ça des gants en cuir de manticore et une ceinture de tissu léger. Équipé du bassin aux oreilles, le voilà avec des buffs de magie, vitalité, force et vitesse. Avec ça, notre héros a quasiment les mêmes statistiques qu'un rang C. En tout cas, s'il y a une chose à retenir, c'est vive le pay to win. Bon, il lui reste de l'argent, mais il pense savoir quoi en faire. De retour à son escorte, Song-chan souhaite savoir où est-ce qu'il était passé. Le VIP indique qu'il était juste parti dans une autre boutique de l'étage. Quoi, c'est un problème? Eh bien monsieur Kim aurait aimé être averti avant, mais maintenant qu'il a fini, ils vont rentrer. Cependant Eugene doit aller ailleurs avant. Perdu dans ses pensées, il se rappelle que la sorcière de glace, Yerim Park, vit pas loin d'ici. Si ses souvenirs sont bons, ses parents sont décédés, donc elle vit avec un de ses proches qui tient un restaurant. Elle était l'une des meilleures rangs A du pays, donc ça devrait suffire pour Yu-Yeon. Lors de son éveil, elle avait 18 ans, mais à cette époque, elle doit à peine être entrée au lycée. Il faut vite qu'il la trouve et lui fasse signer un contrat. La liberté lui tend les bras. Une fois arrivé à l'allée marchande, il était temps de se renseigner sur Yerim. Interrogeant les restaurateurs, ils sont désolés mais ils ne la connaissent pas, ils devraient essayer ailleurs. Notre héros était un peu ennuyé. Il y a vraiment beaucoup de restaurants ici, il espère pas devoir tous se les taper et... Oh là là, ça sent bon sa mère n'empêche. Discutant avec Song-chan, il lui propose de taper un croc, mais celui-ci n'est pas intéressé. D'ailleurs, il ne comprend pas pourquoi ils sont ici. Après tout, des restaurants, il y en a plein près de la guilde. Eugene explique alors qu'il ressent une puissante force ici, assez pour perturber l'équilibre. Monsieur Kim constate que quelqu'un ici regarde un peu trop de films. Et alors que Eugene s'apprête à savourer une nouvelle bouchée, quelqu'un en a ras le cul de cet endroit. Notre héros avait enfin la chance de trouver son précieux. Devant lui se tenait celle qui allait bientôt devenir la reine de glace.
Mais pour le moment, la voilà en pleine engueulade avec son supérieur. Frôlant Eugene, celle-ci hurle qu'elle les déteste et qu'ils aillent se faire voir. Notre héros remontait encore l'information à son cerveau. Et cette fille-là qui affiche une expression de tristesse, c'est bien celle qu'il est venu trouver ici aujourd'hui. Il tente alors de l'interpeller, sauf qu'elle cavale super vite et déjà loin. Eugene confia à son gardien l'ultime mission de tenir sa bouffe un instant. Essayant de rattraper Yerim, il constate qu'elle cavale de fou pour une non-éveillée. Heureusement pour lui, il a pas un stuff de free-to-play. Grâce au buff de célérité, le voilà qui galope à toute vitesse vers sa cible. Il est tellement rapide que ça en fait des bourrasques. Non, y a aucun doute, vive le pay to win. Cherchant à travers les foules de passants des rues bondées, le voilà qu'il repère enfin la fuyarde. Sa voix parvient jusqu'à la jeune fille alors qu'il demande si elle est bien Yerim Park. Notre héros s'est discuté un peu avec elle, et celle-ci pense alors qu'il est un envoyé de son oncle. Repartant de plus belle, elle a rien à lui dire, donc que ce vieux arrête de la suivre, elle ne rentrera pas. Soudainement, Eugene lui hurle de faire attention. Dans sa hâte, la jeune fille n'a pas remarqué qu'une voiture lui fonce dessus. Il était trop tard pour qu'elle puisse réagir. D'un saut fulgurant, Eugene venait d'encaisser la collision, sauvant Yerim in extremis. Et les voilà qui retombent comme du n'importe quoi un peu plus loin. Le conducteur, lui, se voyait déjà derrière les barreaux. La foule, témoin de l'incident, s'imaginait le pire pour ce valeureux héros. Mais ce dernier est sauf et demande à la jeune fille si tout va bien. Lui, juste un peu déçu de pas avoir atterri de façon stylée. Yerim est surprise qu'il aille bien et demande s'il est chasseur. Cependant, ce dernier aimerait bien qu'elle verse son pied avant et qu'elle bouge de là si possible. Quelques instants après, dans un restaurant de grillade, notre héros pavé devant ce repas tout frais payé par Aeon. Accompagné de Yerim qui en profite aussi, il la resserre et lui dit de ne pas hésiter sur les prix. Mais sinon, si elle préfère, il y pense, ils peuvent aller manger au restaurant de son oncle. Chose que Yerim décline, là-bas c'est dégueulasse, il vaut mieux éviter d'y aller. Plus ils en sont loin, mieux c'est. Mais sinon, il lui a dit que son frère était le chef d'Aeon, donc est-ce qu'ils peuvent bien lui vouloir? Eugene répond en toute sincérité qu'il sent une grande force en elle. Ok, c'est plus l'arnaque, elle s'en va. Au revoir. Tentant la carte du bluff, notre héros dit qu'en fait, les parents d'Yerim l'ont aidé lui et son frère quand ils étaient jeunes. Même si son interlocutrice n'est pas naïve, il lui assure qu'il est venu repayer sa dette en prenant soin d'elle. Yerim finit par accepter de l'écouter. Il a l'air sincère et puis, il a rien dit pour l'accident. Notre héros affirme que son talent, lui, c'est d'éveiller le pouvoir des autres. Et elle, Yerim Park, elle a l'opportunité de devenir une chasseuse de rang B, au minimum. En plus de ça, Eugene a le soutien d'Aeon, donc si elle accepte, ils l'aideront à gérer ses débuts de carrière. Notre héros souhaiterait devenir son sponsor si elle est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit? Si elle signe un contrat, il fera de lui une chasseuse à part entière. Yerim peine encore à réaliser tout ce que cela implique. Mais Eugene sait qu'elle finira par accepter. Tous les ados de ce monde idolâtrent les chasseurs. Dégainant son système, il a juste besoin de l'impressionner encore un petit peu. Faisant apparaître un contrat de manière étincelante, peut-être a-t-elle besoin d'en lire les termes. Choc barre de baiser, Yerim demande si c'est ça l'inventaire des chasseurs. Signant sa part du contrat, Eugene lui confirme, et d'ailleurs elle aura aussi le sien après son éveil. Lui envoyant le parchemin, une fois signé, elle sera officiellement la chasseuse Yerim Park. Lisant les conditions, la jeune fille en décompte 3 principales. Rejoindra Aeon après son éveil, ne rien divulguer à propos des compétences de Han Eugene et devenir sa garde du corps pour une année. Notre héros a vraiment besoin de protection, sans quoi son méchant grand frère le gardera enfermé. Mais Yerim lui demande s'il a pas honte de demander ça à une adolescente. Ah, ça fait mal comme remarque. Eugene affirme que son ego peut tanker ça. En plus, elle sera super forte une fois éveillée, largement plus que lui. D'un air attristé, celle-ci demande si elle pourra vivre seule une fois qu'elle sera devenue chasseuse. Eugene est un peu confus, mais oui, les mineurs éveillés gagnent le même statut que des adultes. Dans ce cas, ça lui va, elle accepte, elle va signer. Mais attrapant le stylo, son sponsor lui dit d'attendre. Elle n'a ni fini de lire, ni posé ses conditions à elle. Ah, effectivement, la jeune fille s'est un peu emballée. Eugene propose donc qu'elle regarde ça ensemble. Un jour, elle se fera dépouiller à signer un contrat sans le lire, il le dit d'expérience. Il faut vraiment qu'elle soit vigilante avec les contrats, et aussi qu'elle négocie ses conditions. L'idéal pour elle, ce serait de demander de l'aide à son tuteur pour cette paperasse. Et à la mention du mot tuteur, Yerim affiche un regard contrarié. Alors que Eugene explique que l'indépendance n'a pas que des bons côtés, Yerim le coupe, et gêné demande quoi faire si son tuteur l'exploite. C'est quoi l'intérêt de tout ça si elle se fait arnaquer par son propre tuteur? Elle verra jamais le moindre centime. Et alors que notre héros s'apprête à lui demander de s'expliquer, une voix débarque dans le restaurant pour savoir où est cette garce de Yerim. Son oncle était là et beuglait qu'on lui a dit qu'elle était ici. Alors qu'il s'approche en furie vers celle qui sèche le boulot, notre héros se présente, il est... Mais l'ignorant, l'oncle chope le bras de sa nièce, il va lui faire passer l'envie de jouer les rebelles. Et se faisant choper le bras en retour par notre héros, le vieux lui demande c'est qui lui.
le copain Yerim. Mais notre héros se dédouane, non, c'est pas un pointeur. Agacé, notre héros resserre sa poigne, qu'il goûte un peu aux items de luxe. Et alors que le gros bof hurle qu'on le lâche, Yujin se retourne vers Yerim, et posant son regard sur elle, il remarque enfin, devant lui, une jeune fille effrayée, portant des vêtements vieux et usés, le visage dénué d'une quelconque expression de bonheur. Même ses chaussures étaient en lambeaux, probablement à force de s'enfuir. Faisant le lien avec l'engueulade de tout à l'heure, il comprend enfin ce qu'elle a essayé de lui dire. Lui aussi préférerait être indépendant que de vivre avec cet homme hors sport comme tuteur. Ayant enfin un allié, Yerim plus soit que son oncle est vraiment une ordure. Déballant son sac, elle dévoile que Stipe a pris l'héritage de ses parents rien que pour lui. Pendant la tempête du mois dernier aussi, il l'a foutu dehors sans parapluie, donc elle a dû se protéger avec un sac plastique. Et une fois, elle a même été forcée de nettoyer une trace de pneu sur son calbar. Les autres clients, témoins de tout ça, s'inquiétaient pour la jeune fille. C'est de la maltraitance tout ça. Couvert de honte, le tortionnaire commence à en avoir plein le cul. Marchant vers Yerim pour la ramener de force, il pousse notre héros pour passer et... ce dernier s'écroule au sol subitement. Yerim l'interpelle alors en veine inquiétude, et son oncle lui était confus, il l'a à peine touché. Sous les murmures de tous les clients témoins, Yujin venait d'être victime d'une agression. S'éroulant de douleur, il hurle que cet homme l'a brutalisé sans raison. Mais l'oncle se défend que c'est un mensonge. Ce à quoi notre héros s'y renchérit de son meilleur acting. Lui voulait seulement régler ça en discutant. Tout ce qu'il souhaitait, c'était de venir en aide à cette pauvre jeune fille en détresse. Le mettant encore plus dans l'embarras, il est même sûr que ce goujat comptait la battre après l'avoir ramené. Cédant à la colère, l'homme le chope par le callback, il en a assez et... la pauvre victime n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Foutant discrètement une balayette au trou du cul, celui-ci se rétame et s'explose la tête dans les plats de sauce. Oh là là, zut alors, il a dû glisser sur le soda qu'il a renversé quand il a été poussé. L'oncle, toujours furieux, tente de se relever prêt à en découdre. Mais Yujin lui fracasse la tête contre la table. Zut, il a glissé lui aussi. Yerim laisse échapper quelques ricanements en voyant son oncle prendre enfin ce qu'il mérite. Notre héros avoue qu'il aimerait bien lui faire griller la tête comme le lardon qu'il est. Alors qu'il lui donne un ultime avertissement, un écho de fracas résonne. Yujin se retourne vers Yerim, savoir ce que c'était, et elle répond que c'est le bruit d'une tête contre une table. Mais non, il parlait pas de ce bruit-là, voyons. Se retournant vers l'extérieur du restaurant, il croit que ça venait de là-bas et... soudainement, le bâtiment se met à trembler de toutes parts. Song-chan débarque en panique à la recherche de Yujin. Il hurle à tout le monde d'aller se mettre à l'abri. Un monstre est apparu. À l'extérieur du bâtiment, un gigantesque monstre couvert d'yeux ravageait les rues. La menace de la créature ne voulait dire qu'une chose. Une rupture de donjon a eu lieu. La panique s'installe dans le quartier alors que les habitants s'enfuient terrorisés. Song-chan ordonne à Yujin et sa jeune invitée de s'enfuir eux aussi, c'est trop dangereux. Préparant une de ses compétences, il va leur faire gagner du temps. Frappant et fissurant le sol du poing, il active son skill égide de Gaïa. Un immense mer émerge alors du béton pour faire barrage au ver géant. Alors qu'il répète à tout le monde d'aller se mettre à l'abri, notre héros était paniqué par la tournure des événements. Dans sa vie d'avant, il n'y avait pas eu de rupture dans ce quartier, donc d'où ce monstre peut-il bien sortir? Devant l'urgence de la situation, Kim Song-chan indique devoir intervenir lui-même. Puis d'une impulsion, il part à l'assaut du ravageur, et le voilà au-dessus du mur à préparer son attaque. Retombant sur le monstre, il l'écrase dans un lourd fracas. Cependant, aucun dégât n'est visible malgré l'avoir touché. Le chasseur ne comprend pas, son attaque n'a eu aucun effet. De l'autre côté du mur, la panique revient alors que la créature est en train d'escalader. Suivant la foule, Yerim et son oncle s'enfuient tout aussi. Mais marchant sur l'un de ses lacets défaits, Yerim perd l'équilibre et trébuche tête la première. Tout proche d'elle, son oncle a bien vu qu'elle est tombée. Mais feintant l'ignorance, il ne s'arrête pas et continue de fuir. Yerim avait été abandonné à son sort par sa seule famille restante. Et profitant de l'occasion, le monstre se jette sur celle au sol. Et alors qu'elle ferme les yeux de terreur, un bouclier surgit et encaisse les fouliennes à sa place. Notre héros était venu porter secours à celle qui a été laissée derrière. Les attaques arrêtées, il lui hurle qu'ils doivent partir. Et lui attrapant le bras, il faut vite qu'il trouve un abri. Pour la première fois, voilà qu'une main était tendue avec de bonnes intentions à son égard. Mais Yerim ne pouvait s'empêcher d'appréhender après ce qu'elle a vécu. Une fois arrivé à l'entrée d'un centre commercial souterrain, Yujin la laisse ici qu'elle descende à l'abri. Mais on lui demande alors ce que lui compte faire. Notre héros doit y retourner, il le faut. Il a déjà vu ce monstre dans un donjon, et le seul moyen d'en finir, c'est de détruire toutes ses parties en même temps. Le seul problème, c'est que Song-chan est un tank et qu'il est orienté pour la défense. Même s'il est fort, il n'a aucune attaque de zone pour gérer le monstre et seul il se fera submerger. Et alors qu'il essaie de trouver une solution au problème, Yerim lui attrape le bras et l'interpelle. Qu'il la laisse l'accompagner, il a juste à l'éveiller, comme ça, elle pourra venir se battre avec
que notre héros refuse. Ils ont même pas signé le contrat. Mais si c'est ça qui l'inquiète, elle promet de pas changer d'avis. Cependant, ça devient dangereux, il faut faire vite. Eh bien, Eugene répond que c'est justement pour ça qu'il refuse. Elle est encore bien trop jeune pour ce genre de danger. Essayant de la faire revenir à la réalité, il lui assure que s'éveiller ne fera pas d'elle une combattante par magie. Lui, il lui a proposé de l'éveiller en toute sécurité, mais il ne compte pas la mettre en danger à peine ses pouvoirs débloqués. La dernière chose dont il a envie, c'est de laisser à nouveau un enfant se battre seul dans ce monde terrifiant. Pour l'instant, qu'elle laisse les grands gérer ce genre de choses et aille se mettre à l'abri. Laissant Yerim seul, Eugene repartait pour épauler Song-chan. Courant à travers le chaos et les décombres, il faut qu'il réfléchisse. Il a été chasseur pendant 5 ans, alors il va bien pouvoir trouver un truc pour dégommer ce monstre. Ayant rejoint son garde du corps, ce dernier s'attendait pas à le voir revenir. Il lui ordonne de se remettre à l'abri tout de suite. Mais notre héros l'ignore et demande qu'il utilise sa compétence. Le rang A n'en voit pas l'intérêt, son égide de Gaïa n'est pas assez grande pour encercler tout le quartier. Mais notre héros le rassure, il a un plan en tête. Il a juste besoin que Song-chan lui fasse confiance sur ce coup. Une fois les deux chasseurs au sommet du mur de béton, ils observaient la bête et appliquaient le plan de Eugene. Song-chan prépare à nouveau son égide de Gaïa et frappant la muraille du poing, les lames de béton se mettent à assaillir l'immondice. Peu à peu, le monstre se retrouvait encerclé par le bouclier, jusqu'à être complètement piégé à l'intérieur dans une cage naturelle. Song-chan était impressionné. Il n'avait jamais pensé à utiliser son skill de cette manière. Notre héros, lui, annonce que c'est à son tour de briller. Et activant une compétence dans ses pieds, le voilà qui bondit sans difficulté jusqu'au sommet de la cage. Normalement, à l'intérieur, tout est hermétiquement fermé, le monstre est coincé. Et tout à l'heure au magasin, il a acheté quelque chose de parfait pour cette situation. Des capsules de venin de Nerscylla, un item de rang A. S'il envoie ça, alors que le monstre est enfermé, ça devrait complètement l'annihiler. Se préparant à bombarder l'intérieur du dôme, notre héros venait seulement de voir que la prison est vide. Le monstre a réussi à s'en échapper, mais comment? Derrière lui, passant par la bouche d'égout, la bête se saisit subitement de la jambe du chasseur. Émergeant du sol, le voilà qui pendouille maintenant dans les airs. Eugene avait zappé les égouts. Lui, c'est un mec de donjon, et là-bas, il y en a pas. Mais de nulle part, un parasol vient bon que la créature. Yerim se tenait là et comptait venir en aide à Monsieur Eugene. Elle se met alors à envoyer des rafales d'home run pour le libérer des traînes du monstre. Et aussi con que ça en a l'air, ça a marché. Eugene retombe une fois libéré et Yerim demande de le suivre là-bas dans l'allée. Courant pour leur vie, notre héros lui avait pourtant demandé de se mettre à l'abri, c'est qu'une civile. Ouais, enfin, on lui répond que lui, il est pas mieux de haut de son rêve tout claqué. Se justifiant que lui, c'est un adulte responsable d'abord. On lui rétorque pourtant qu'il veut d'une ado comme garde du corps. Yerim a compris que c'est encore une mineure et tout tralala. Et c'est exactement pour ça qu'elle a besoin d'être forte par elle-même. Tout à l'heure, elle était soulagée que quelqu'un vienne la sauver. Elle s'est dit que notre héros essayait vraiment de la protéger. Mais en même temps, ça l'a un peu énervée. Au final, ça montrait juste qu'elle ne pouvait pas se protéger elle-même, qu'elle devait toujours compter sur quelqu'un d'autre. C'est justement pour affronter ce genre de situation par elle-même qu'elle souhaite devenir plus forte. Pour ne plus avoir utilisé le prétexte qu'elle est jeune pour regarder sans rien pouvoir changer. Ne plus avoir à attendre et espérer qu'une personne daignera lui porter secours. Elle souhaite devenir assez forte pour se défendre et faire ses propres choix. En plus, c'est ce qu'il lui a dit, non? Qu'elle a le potentiel pour devenir super forte. Qu'ils lui apprennent et qu'ils lui montrent à quel point elle peut devenir puissante, elles veulent savoir. Alors qu'ils continuent de courir, les tentacules apparaissent devant eux leur barrant la route. Les fuyards n'avaient plus aucune solution pour affronter cette menace à leur destin. Mais instinctivement, les voilà qui s'attrapent le bras. Et l'assaut du monstre ne rencontre que la solidité d'un mur de glace. Song-chan ne comprenait rien à la tournure des événements. Il posa les yeux sur la réponse qu'il attendait. Ayant gelé les tentacules de justesse, le système félicite Yerim Park pour son éveil. La compétence souffle glacial a été activée. Remplie de bonheur, elle dit à Monsieur Eugene que c'est trop cool. Elle a obtenu le rang S. En retrait, il y en avait un qui était peut-être un petit peu jaloux. Mais sous les débris, les parties du monstre continuaient de gigoter. Surprenant Yerim, la bête surgit des décombres derrière elle. Et voilà qu'elle se fait choper le bras avant de pouvoir réagir. Hurlant que c'est dégueulasse, elle l'explose contre le mur sans effort. Les deux vétérans étaient quelque peu choqués et terrifiés devant une telle force. Elle a à peine essayé et pourtant, ce truc est maintenant encastré dans le béton. Y a pas à dire, les rangs S, c'est un autre monde. Yerim avait refait le plein de confiance. Ils peuvent la laisser se charger du reste, ça va être du gâteau pour elle. Elle demande ensuite au grand monsieur si elle peut lui emprunter sa lance. Celui-ci est complètement du père, mais bon, ok. Déclenchant sa compétence à travers l'acier forgé, Yerim venait d'infuser sa magie de glace dans l'arme, la transformant en un glaive de gel des plus imposants.
sang. Mais on lui hurle de faire attention, elle envoie des parpaings de glace partout. La chasseuse novice active la compétence des sandales d'Hermès. Éteint la rafale, la voilà qui fend l'essieu à Macten, lance en main, réduisant toute chair sur son passage en bouillie. Notre héros lui hurle de faire gaffe ou ils vont vraiment finir en dommages collatéraux. Ah, Yerim est désolé, c'est encore un peu dur pour elle de doser autant de force. Mais pour autant, Eugene était rassuré de ce qu'il voyait en cet instant. Dans son ancienne vie, Yerim était appelée sorcière de glace par rapport à son pouvoir, mais aussi son caractère. Et tout ce qu'il peut voir là, c'est une adolescente qui rayonne de chaleur de par son magnifique sourire innocent. Alors que notre héros s'émerveille devant l'éveil de son poulain, quelqu'un lui demande de s'écarter et de le laisser gérer ça. Faisant apparaître une flamme sombre de sa main, une puissante compétence de flamme abyssale venait surprendre les chasseurs sur place. Yu Yeon était apparu pour mettre fin à ce cirque. Et grâce à lui, voilà maintenant qu'un immense brasier illumine le quartier marchand de Séoul. Yerim était plutôt stupéfaite devant cet exploit, le monstre entièrement cramé en un seul spell. Une pluie de chair enflammée est retombée dans les rues des suites de l'intervention de Yu Yeon. Celui-ci affiche un air des plus sévères, alors qu'il fixe la jeune Ranès nouvellement éveillée. Une fois le calme revenu, même si ça brûle de partout et que ça pue le monstre grillé, Eugene constate que son petit frère est venu le sauver, c'est gentil de sa part. Mais ce dernier ne semble pas aussi ravi que son abruti d'aîné. Est-ce qu'il imagine à quel point il était inquiet quand il a appris tout ça? Il savait qu'il aurait dû le garder enfermé, et d'ailleurs, c'est ce qu'il va... Le coupant dans sa folie, notre héros le rassure, il a trouvé quelqu'un de fiable pour protéger. Tadam! Il lui présente Yerim Park, fraîchement éveillé au rang S, rien que ça. Celle-ci était un peu intimidée en voyant le fameux chef de la Guilde Aeon et chasseur numéro 1 de Corée. Notre héros n'est pas peu fier d'annoncer qu'elle va signer un contrat exclusif avec lui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, Yu Yeon en dit qu'elle n'a pas l'air très majeure surtout. Est-ce qu'il en a discuté avec ses parents au moins? Justement, à ce propos c'est compliqué, donc il pensait devenir son tuteur légal. Yu Yeon ne revient pas d'entendre ça. Et alors qu'il lui propose plutôt d'être son sponsor, la concernée demande quelle différence ça fait. Song Chan explique alors qu'un sponsor ne peut pas s'impliquer dans la vie personnelle du chasseur. Si elle signe un contrat frauduleux, il ne pourra pas intervenir pour la défendre, alors qu'un tuteur, lui, est le responsable légal d'un mineur. D'une certaine manière, c'est comme s'il devenait son parent. Yerim se rend alors compte de tout ce que ça implique. Elle interpelle notre héros pour lui dire qu'il n'a pas besoin d'aller aussi loin pour elle. Chose que Yu Yeon plus soit. Pourquoi est-ce qu'il devrait s'occuper d'une inconnue? Mais Eugene ne voit que ça, vu le déchet qu'est son oncle, ça lui semble être la meilleure solution. La panique commence alors à envahir Yu Yeon. Éloignant son précieux frère de la sorcière, il s'oppose à cette idée, et ce pour sa propre sécurité. Il a vu trop de cas où les mineurs ont abusé physiquement de la faiblesse de leur tuteur, alors qu'il imagine avec une rang S, lui qui était qu'un misérable et pitoyable rang F, sans vouloir le vexer bien sûr. Bien déterminé à garder Eugene pour lui, que fera-t-il si elle se rebelle et s'en prend à lui? Mais Yerim s'offusque des accusations, elle ferait jamais ça voyons. Yu Yeon a une meilleure idée à proposer, il se porte volontaire pour être son tuteur. La jeune fille le remercie pour son offre, mais monsieur Eugene s'est déjà proposé, alors non merci. Alors qu'il commence à s'embrouiller, notre héros était pris entre deux feux, ou plutôt entre feu et glace. Yu Yeon attrape son frère, finit les discussions, ils s'en vont. Cependant Yerim ne compte pas en rester là, et alors qu'elle attrape le bras du rang F un chouïa trop fort, un bruyant craquement résonne, accompagné d'une douleur pas trop agréable. Alors que la panique, l'autre s'excuse de son manque de contrôle, mais le blessé leur implore qu'on lui foute la paix. Mettant fin à ce cirque, Eugene pointe alors son petit frère de son doigt. Monsieur Han Yu Yeon, est-ce que c'est comme ça que son respectable grand frère l'a élevé? Faisant son devoir d'aîné, il réprimande la racaille de chef de guilde que le choix appartient à Yerim. En plus de ça, il devrait être content qu'il lui ramène un rang S, non? Et avant que Yu Yeon ne puisse en placer une. En plus de ça, ne voit-il pas que Song Chan attend planté comme un poteau depuis tout à l'heure? Tout ce bordel va pas se nettoyer tout seul, alors qu'il déguerpisse accomplir son travail, monsieur chef de guilde. Ne sachant comment réagir, Yu Yeon va se dépêcher, nous en reparlerons. Eugene le regardait s'éloigner, d'un air satisfait d'avoir recadré son insolente cadet. Yerim ne s'attendait pas à ce que le chef d'Aeon soit un tel connard, et dire qu'elle le trouvait mignon. Mais Eugene l'envoie au coin, réfléchir à son comportement elle aussi. La jeune fille s'excuse à nouveau d'être allée trop fort, mais notre héros la rassure que ce n'est rien de grave. Attrapant la chaussure manquante de Yerim, il va la lui mettre, sinon elle risque de l'exploser. Alors qu'il chausse sa protégée, il réalise à quel point son oncle est une ordure. C'est à peine si elles sont pas trop petites en plus d'être bousillées. Il propose alors à Yerim qu'ils aillent lui en acheter des nouvelles dès demain. Cette dernière s'amuse de la situation, ça lui rappelle un film de princesse. Mais interrompant la scène, voilà qu'une mouche s'immisce dans leurs affaires. Instinctivement, Yerim s'empresse de la dégager d'un terrifiant crochet.
que notre héros esquive de justesse. Ceci dit, ça s'est joué à quelques millimètres, il n'en est pas sorti indemne. On lui dit qu'à ce rythme-là, il y aura plus aucun corps à garder d'ici à ce qu'elle commence. Yerim lui promet qu'elle a vraiment pas fait exprès cette fois encore. Bon, et sinon, pour revenir à son cas, Eugene va donner réponse à sa curiosité. Relassons la chaussure. Elle avait dit plutôt qu'il n'avait pas besoin d'aller aussi loin et devenir son tuteur. Mais le truc, c'est qu'il a déjà été à sa place. Ses parents aussi sont décédés quand il était jeune, donc il sait à quel point ça peut être dur. À cette époque, il aurait vraiment tout donné pour que Yu-Yeon et lui aient quelqu'un d'autre sur qui compter pour traverser les moments compliqués. Et alors qu'il dit qu'il n'est peut-être pas le plus fiable ou compétent pour assurer ce rôle, Yerim marmonne que ça lui va, elle lui fait confiance. Et bien si elle est sérieuse, voilà que Eugene est rassuré. Mais d'un ton moqueur, Yerim répond que de toute façon, elle n'en attend pas beaucoup d'un type qui veut une ado comme garde du corps. Dans tous les cas, elle a vraiment hâte de voir ce que l'avenir leur réserve, monsieur le tuteur. Eh bien notre héros partage son enthousiasme, à condition qu'elle le tue pas avant. Et alors qu'il s'envoie un check lourd de promesses, Eugene dit qu'il ne pourra peut-être pas lui donner autant d'affection que le faisaient ses parents, mais d'une certaine manière, il l'aime et fera de son mieux pour elle. Yerim part en fou rire devant ces déclarations trop gênantes. Mais le principal, c'est qu'elle a entendu les mots-clés et est maintenant sous influence. Cependant, toutes bonnes choses ont une fin, et aussi incroyable que cela puisse paraître, voilà que son oncle débarque en courant. Ah, il a enfin retrouvé sa nièce, son trésor, sa raison de vivre. Si elle savait à quel point il s'inquiétait. Et sinon, il a cru comprendre qu'elle s'était éveillée, hein. Ah, misère, il l'avait zappé. Mais voilà que nos héros vont devoir gérer cet abruti. Reprenons de plus belle, il assure à sa nièce en sucre d'orge qu'il était dans tous ses états après l'avoir perdu de vue. Mais du coup, à propos de cet éveil, d'abord un peu réticente quand elle lui adressait la parole, Yerim finit par avouer qu'elle est de rang S, ce à quoi son oncle exulte, il va devenir riche. Mais le coupant dans son élan, la jeune fille rajoute qu'elle s'en va, elle a signé un contrat avec monsieur Eugene. Le cochon enragé trouve ça inadmissible, c'est sûrement illégal en plus. Eh bien notre héros répond que les lois sur les chasseurs stipulent qu'ils peuvent vivre en indépendance dès l'âge de 14 ans. Et alors que le fat ugly bastard hausse le ton, Eugene lui tend son téléphone. Le voilà qui repasse l'enregistrement de l'altercation au restaurant où l'on entendait Eugene être agressé. Ne laissant aucun répit à la confusion de l'oncle, il rajoute même qu'il a récupéré les vidéos de surveillance au cas où. Les deux hommes se disputaient ensuite le dernier mot devant Yerim pour savoir qui allait la voir. Eugene commence par balancer que ce type est irresponsable. Il y a même pas 5 minutes, il s'est enfui sans elle, et voilà qu'il revient en parlant de devenir riche. À coup sûr, il va encore vouloir la dépouiller de son argent. Mais le vieux lui conseille de la fermer. Il a nourri et logé ce parasite pendant des années, c'est un juste retour des choses. Essayant de choper le téléphone et ses preuves sans succès, voilà que Butassan attrape furieux notre héros. Il a voulu le rouler, hein? Bah il va le poursuivre en justice et le dépouiller. Et alors que la patience de Eugene approche de sa limite, Yerim attrape son parapluie, le lève en l'air et, d'une force monstrueuse, explose le sol devant son oncle, plantant l'objet à même le béton. Voyant qu'elle a l'air furieuse, Eugene la prévient peu rassuré que c'est mauvais pour elle d'attaquer un civil. Mais cette dernière arbore finalement une expression des plus innocentes. Pourquoi faut-il toujours que son cher oncle ait recours à la violence? Mais ce dernier se défend, c'est ce type qui... Explosant subitement le parapluie sans aucun effort, le vieux Ji-san comprend que Yerim fait là une démonstration de force. Cette dernière rayonne alors tout sourire, affirmant que monsieur Eugene n'a absolument rien fait. Et prenant un ton menaçant, elle rajoute même que c'est son oncle qui l'a bousculé en premier avant de tomber tout seul. C'est bien ce qui s'est passé, hein, il est d'accord. Le vieil homme commence à perdre ses moyens sous la pression. Depuis quand Yerim dégage-t-elle une aura aussi terrifiante? On dirait une bête assoiffée de sang. Heureusement pour Eugene, lui est immunisé à la peur, mais vraiment les rangs c'est quelque chose. L'ado rebelle continue son intimidation. Son cher oncle ne niera sûrement pas le fait qu'elle ne lui doive rien, hein. Compressant les restes de l'objet en boule, quel genre de tuteur incapable achète un parapluie tout déglingué comme cadeau à celle qu'il est censé élever? Si elle le voulait, rien ni personne ne pourrait l'empêcher de l'écraser lui aussi comme ça. Mais elle va laisser passer pour cette fois. Et alors qu'elle pose gentiment sa main sur son épaule, elle demande s'il souhaite savoir pourquoi. Yerim avoue au déchet qu'il n'en vaut pas la peine. Il ne mérite pas qu'elle gaspille son temps ou des efforts avec lui. Cependant qu'il se rappelle bien de ce sentiment d'impuissance qu'il ressent actuellement. Parce que si par malheur il l'oublie et cause des problèmes à elle ou monsieur Eugene, eh bien dans ce cas, elle lui dit fièrement qu'elle le grondera si fort qu'il se fera caca dessus. Peut-être était-ce la peur ou le cringe, mais l'oncle en restait bouche bée. Yerim demande comment c'était. Elle a essayé de faire comme les adultes. Mais Eugene constate qu'il y a du taf à faire niveau éducation. Il est pas au bout de ses peines. Voilà comment notre héros a fait gagner une nouvelle recrue de
rang S à Aeon, mettant fin à sa séquestration. Il allait enfin pouvoir profiter d'une bonne grasse matinée. Enfin ça, c'était jusqu'à ce qu'on enfonce sa porte. Yu-Yeon avait débarqué en trombe dans la chambre de notre héros, et alors que ce dernier demande s'il y a une urgence, son frère se contente d'avancer en silence. Tendant la main, il lui ordonne de rendre ce qu'il a acheté hier. Est-ce que Eugene aurait acheté des équipements trop chers? Peachy, il en a besoin, il est si nul sans eux, il veut pas redevenir free-to-play. Mais Yu-Yeon ne parle pas de ça, il veut les capsules de venin. Et à peine sorti que les voilà confisqués sans sommation. Eugene voulait savoir comment il est au courant de cet achat, mais Yu-Yeon demande en retour s'il trouve qu'il n'est pas digne de confiance. Ce dernier affiche un regard attristé et déçu, avant de sauter dans les bras de son frère qui ne comprend pas trop ce soudain élan d'affection. Yu-Yeon affirme qu'il sait tout, il sait qu'il comptait utiliser le venin en ultime recours s'il était capturé, que son grand frère était prêt à aller jusqu'à se sacrifier plutôt que d'être utilisé comme otage par les ennemis d'Aeon. Ah là là, voilà un quiproquo dont Eugene aurait bien voulu se passer. Et avant même qu'il ne puisse en placer une, son frère n'aurait jamais cru qu'il irait si loin pour lui, et par pitié qu'il enlève cette idée de sa tête. Si jamais quelque chose lui arrive, Yu-Yeon promet qu'il viendra à son secours. De base, Eugene avait acheté ça pour explorer des donjons secrets vu qu'il est résistant au poison, mais comme il peut pas lui dire, bah, il va se contenter de rien répondre et garder le quiproquo. Tant pis. Puis quelques instants après, dans l'ascenseur de la guilde, Eugene demande si tout s'est bien passé concernant Yerim, ce à quoi on répond que oui, le chef d'équipe Seok est allé chez elle hier. Ils ont fouillé dans les documents de son oncle, ils ont trouvé qu'il a détourné l'héritage de sa nièce pour tout mettre dans son restaurant. Ils ont réussi à le convaincre de ne plus s'approcher de Yerim, et en échange, elle ne portera pas plainte pour cette histoire. Enfin bon, ils ont dû ajouter un peu de cash et d'intimidation, histoire d'être sûr qu'il tienne parole. L'on demande si Yerim est d'accord pour tirer un trait sur son héritage volé, mais on répond que c'est elle-même qui ne voulait plus avoir affaire avec ce type, donc ça ira. Et puis de toute façon, notre héros dit que cet héritage, c'est rien comparé à ce qu'elle se fera bientôt. Sinon, à propos d'Yerim, Yu-Yeon pense qu'elle maîtrise mieux ses pouvoirs. Après tout, elle a passé la nuit dans la salle d'entraînement. Cette salle a été faite sur mesure pour encaisser la force des rangs S, donc elle peut y aller à fond, sans se soucier de la destruction. Et une fois les frères Han arrivés à la fameuse salle, celle-ci était complètement explosée de toutes parts. Un véritable champ de ruines en plein effondrement. Encaisser la force des rangs S et y aller à fond, qu'il disait, hein. Responsable de ce carnage, Yerim Park voltigeait dans les airs au milieu des débris, et retombant au sol, elle envoie son souffle glacial sur le sac de frappe, avant de l'exploser du poing en 1000 morceaux de glace. Elle déclenche ensuite le skill de l'air sans ténèbres. Tapant le sol du pied, son ombre se propage dans toutes les directions. Les deux frères assistaient à cette démonstration, et Eugene, lui, se les pelait sous ce froid glacial. Mais soudainement, le voilà tout raide et immobile. Jetant un œil à ses jambes, il ne comprend pas comment, mais il ne peut plus bouger. Et trop concentré pour remarquer les alentours, Yerim active la deuxième étape de son skill. Tout ce qui était en contact avec l'ombre de la chasseuse était maintenant épris du froid jusqu'à en être congelé. Et voilà que Eugene était aussi victime de cette frigorification, sous l'œil impuissant de son frère. Concentrant sa puissance de glace à travers les ombres tel un vortex, la sorcière de glace lève sa jambe et écrase le sol d'un piétinement à la force titanesque, avant d'armer son poing pour envoyer la touche finale. Le coup était encore plus monstrueux que le précédent, si puissant que le bâtiment tremblait et que les murs se fissuraient. Tout ce chaos prouvait que la nouvelle force hors norme de Yerim était maintenant sous son contrôle. Mais derrière, l'on s'inquiète si notre héros va bien. Ayant entendu le prénom de Monsieur Eugene, voilà que Yerim sort enfin de sa bulle toute contente. Aux côtés d'un Yu-Yeon pris de panique, son cadavre de frère est rassuré qu'elle soit devenue si forte. Il peut partir en paix de ce monde cruel. La vie ayant cruellement quitté notre héros, le voilà qui retrouve instantanément ses couleurs. Yerim se dévoilait enfin aux yeux de tous, affichant une apparence complètement transformée. Eugene ne la reconnaît pas du tout. Qui est-elle et que fait-elle ici? La jeune fille s'inquiétait que son attaque ait rendu son tuteur amnésique. Yu-Yeon leur demande de stopper cet overreact et la juste vie un styliste. Exactement. Yerim s'est fait relooker par la prod d'Aeon, chose que complimente Eugene. Elle ressemble à une égérie de marque de sport maintenant. La nouvelle rang S doit faire attention à son image comme elle va faire de la télé. En plus, style colle bien avec le thème d'Hermès de ses compétences. Aussi, elle a fini la paperasse pour son inscription de chasseuse. Là, elle réessayait ses compétences pour être sûre que ça corresponde à ce qu'elle a noté. Elle s'excuse de pas l'avoir remarqué rentrer, elle était vraiment trop dedans. Mais Eugene ne s'en fait pas, il souhaite jeter un œil à ses compétences plutôt. Tout d'abord, il y a le souffle glacial, qu'il connaît déjà et qui en gros gèle les trucs. Ensuite, il y a les souliers d'Hermès qui lui permettent de voler, voire de se téléporter sur de courtes distances. Enfin, il y a l'air sans ténèbres qu'elle vient d'utiliser. Ça lui permet de recevoir un buff de statistiques et d'améliorer ses compétences lorsqu'elle aspire l'ombre des cibles.
et en plus d'être ralenties, elles s'accaparent une partie de leur force. Et alors que notre héros complimente une telle compétence, Yerim mentionne qu'elle en possède une dernière. Elle s'appelle Cadavre Blanc et permet d'extraire les informations d'une personne morte. Eh ben, cette compétence est d'une glauquitude. Yerim trouve aussi, elle aurait préféré que ce soit une attaque. Notre héros lui conseille de cacher cette compétence pour le moment. Il rajoute aussi qu'elle n'est pas obligée de tout dévoiler sur ses capacités lors de son inscription, donc voyons voir. Le mieux serait de ne pas mentionner le debuff de l'air sans ténèbres, et idem pour la téléportation des souliers d'Hermès. On ne sait jamais qui pourrait mettre la main sur ces informations, c'est bien d'en garder sous le coude. Toute cette attention portée par son tuteur réchauffait le cœur de Yerim après les événements d'hier. Monsieur Eugene est vraiment un expert quand ça concerne le monde des chasseurs, mais ce dernier répond qu'il fait juste ce qu'il peut. Yu-Yeon s'interpose entre son frère et la sorcière. S'il en sait autant, c'est parce qu'il fait des recherches pour lui. Et les voilà qui se battaient comme chien et chat pour la possession de notre héros. Ce dernier était à moitié rassuré s'ils allaient un jour finir par s'entendre. Et enfin, le lendemain, voilà que le bâtiment de l'association était noyé de journalistes. Et pour cause, la nouvelle recrue étincelante de rang S était arrivée. Mademoiselle Park Yerim faisait ses premiers pas en public sous le blason d'Aeon, acclamé par la presse. Et derrière tout ce beau monde, en retrait comme des vilains de cartoon, Eugene encourageait son poulain de loin, accompagné d'un Song-chan dépité. Pourquoi ne pas simplement aller avec elle? En plus, il lui fait la remarque que Mademoiselle Yerim était déçue qu'il ne l'accompagne pas. Mais Eugene répond qu'il a une mauvaise expérience avec ces rapaces de journalistes. Et puis, ça finira par lui passer. Quand elle s'habituera à sa nouvelle vie de star, elle finira par l'oublier. Song-chan ne savait pas trop comment interpréter ce genre de commentaires. Si c'était un manque de confiance de notre héros envers lui-même, ou vers les autres. Mais bon, Eugene était tout de même heureux de ce dénouement. La froide et hautaine sorcière de glace n'existe plus. À la place maintenant, la rayonnante et chaleureuse Park Yerim avec un avenir brillant en vue. Cependant, il est quand même inquiet pour la suite. La rupture de Don Juan l'année marchand n'était pas arrivée dans son ancienne vie, ce qui veut dire que le futur change et que les imprévus finissent par arriver. Enfin, du moment que tout va bien, il n'a pas à s'en faire. Avant de partir, Eugene va jeter un coup d'œil parmi la foule pour voir si quelqu'un du potentiel. Alors, du rang E, du F, du D, fallait s'en douter, mais les rangs S ça court pas les rues et... Notre héros voit alors quelque chose qui l'interpelle. Et sans prévenir son gardien, le voilà qui détale à toute vitesse. Grâce à la pierre de souhait, il a pu changer son destin et celui de son frère. Mais tout comme Yerim, s'il a la possibilité de changer la vie d'une perle encrassée, il est de son devoir de la nettoyer et de la polir. Attrapant le bras d'un inconnu, Eugene en est maintenant sûr. Sa mission est d'aider ces perles à briller plus fortes qu'elles ne le pourraient par elles-mêmes. Le jeune interpellé est un peu confus, mais le système dévoile son profil. Yu Mangu, éveillé de rang F, peut obtenir une compétence de rang S avec l'éveil optimisé. Salut tout le monde, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu depuis Noël, et il y a plusieurs raisons à ça. Donc premièrement, j'avais juste pas d'occasion pour voice la narration. Ensuite, je suis tombé malade, puis il y a eu des imprévus, et je suis retombé malade. Bah oui, hiver oblige. Au final, ça m'a fait prendre un retard de zinzin, et je suis le premier à qui ça fait chier parce que je comptais bombarder la chaîne en 2026, surtout que les deux dernières vidéos de 2025 avaient super bien marché, donc je voulais profiter au max de l'élan que j'avais, mais j'ai pas pu. Cependant, normalement, là, je devrais quand même réussir à reprendre un rythme de 3 à 4 semaines par vidéo, un peu comme avant. Maintenant pour cette vidéo, si je dois être honnête, en vrai j'en suis qu'à moitié ou aux 3/4 satisfait, tout simplement à cause de la narration que j'ai pas gérée à partir de la deuxième moitié, je perds complètement en énergie, et ça se justifie que j'ai dû faire une grande partie du voice sous la maladie. Et déjà que sans, c'est pas encore mon point fort, alors là avec, c'est une catastrophe. En plus pour pas aider, je fais ça après le réveil, donc j'ai la tête dans le huc, et comme j'avais du retard, j'ai aussi dû me dépêcher, enfin moi c'était une galère. Du coup c'est un peu dommage parce que la vidéo a pas pu être faite dans les meilleures conditions, mais il vaut mieux que ça arrive pour ce manoir là qui est un peu plus axé humour comique que pour les prochains. D'ailleurs en parlant de prochains, la nouvelle vidéo devrait sortir dans 3 à 4 semaines. Là quand je sors celle-ci, je suis déjà au Japon donc je l'ai programmée et à mon retour je devrais terminer le jeu de la suivante avant de vous la sortir. Mais normalement il y aura plus comme ça de période aussi longue sans vidéo, du moins je l'espère. Et puis si jamais l'attente est trop longue, je vous invite bien sûr à aller check les autres chaînes de youtubeurs manois que vous connaissez déjà, genre Anisik et sa deuxième chaîne Paninisik qui est un peu moins pubée et moins connue, ou encore celle de Sparrock. Ça m'arrive de faire quelques apparitions chez eux et dans tous les cas ça reste du bon contenu en attendant que moi j'en sorte. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas like, abonnement, commentaire pour soutenir, c'est hyper important et je vous dis à bientôt. Allez, à plus.